Mazzoni à Wem, partenaire de Mobilidé. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 134 de Mobilidé, votre magazine automobile sur votre média de proximité. Nous sommes aujourd'hui en Pologne, dans la région de Gdańsk, à l'occasion des Euroskills, le championnat européen des métiers manuels, techniques et technologiques. La technologie automobile y est représentée, on en parlera évidemment, mais avant cela, on va vous faire découvrir un endroit comme on les adore. C'est ça, un petit musée automobile privé bourré de trésors, que ce soit à l'extérieur comme vous le voyez, mais aussi à l'intérieur. Tout de suite, le sommaire de cette émission. La ville polonaise de Gdańsk a accueilli la 8e édition du championnat européen des métiers techniques et technologiques. La Belgique revient avec une médaille dans 10 métiers, rencontre avec John Wismus en technologie automobile. Elle n'aura pas le même succès que la Citroën Méhari, mais Renault aussi a produit son petit véhicule découvrable tout chemin dans les années 70 et 80. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de la discrète Rodeo. Réputée pour ses modèles sportifs, coupés et cabriolets, Alfa Romeo se la joue plus consensuelle cette fois avec le Tonale et qui connaît en ce moment un joli succès. Nous l'avons testé dans sa version 160 chevaux. Les alfistes seront-ils convaincus pour autant ? Le musée automobile de Gdynia est un petit musée privé situé dans un ancien hall reconstruit du chantier naval ici tout proche. La collection de son propriétaire est assez impressionnante, la collection de Witold Trzaskowski avec une trentaine de voitures et même 150 motos dont une Sarolea belge, tenez-vous bien, la Sarolea, cette moto construite à Herstal à l'époque, celle-ci date de 1930. Pour son test rétro du mois, Vincent Franzen a décidé de prolonger quelque peu cette ambiance estivale qu'on apprécie énormément. Et là où Citroën avait tapé dans le mille avec sa Méhari, Renault a eu beaucoup plus de mal avec sa Rodeo. Pourquoi ? Comment ? Il nous raconte la saga de cette voiture, pas comme les autres, cheveux au vent. Alors que l'été tire sa révérence, Mobilidé a décidé de vous offrir une dernière tranche de soleil. Qui dit véhicule de loisir à la fin des années 60 pense forcément Citroën Méhari. Avec son look incontournable, sa mécanique 2 cylindres, son châssis de Diane et sa carrosserie en plastique, la Méhari, novatrice à bien des niveaux, est rapidement devenue très populaire. Et avec plus de 140 000 exemplaires produits, notamment à Forêt, cette auto sympathique, synonyme de vacances, a prolongé sa carrière 20 années durant. Dans les rangs de Renault, au début des années 70, on s'est dit que sur le coup, Citroën profitait d'une belle avance là où le soleil brille régulièrement. Les chevrons avaient clairement eu une bonne idée. Il fallait donc réagir en imaginant un engin similaire, véhicule de loisirs découvrable, tout chemin, basique, voire rustique, et donc accessible. Ce qui a abouti à la Rodeo, dont le premier point faible a été de naître 2 ans après la Méhari. De quoi faire dire à certains que Renault a simplement copié Citroën, ce qui est totalement vrai. A l'instar de la Méhari, la première Rodeo repose sur une base archi connue, celle de la Renault 4 fourgonnette. C'est le carrossier ACL, pour atelier de construction du Livradois, dans le Puy-de-Dôme, qui a conçu ce véhicule destiné à s'adapter à toutes les situations et donc à affronter on ne peut plus directement le modèle signé Citroën. On signalera par ailleurs qu'il a fallu attendre 1976 avant que la Rodeo ne devienne réellement Renault Rodeo, intégrée à la gamme de la marque aux losanges.
C'est en effet sous l'appellation Rodeo 4 que le véhicule est apparu au printemps 1970, rapidement enjointe par la Rodeo 6 à la face avant plus carrée, comme l'illustre notre exemplaire du jour, et reposant sur une base de Renault 6 avec mécanique de 1100 cm3. Une Rodeo 5, construite à partir des entrailles de Renault 4 GTL et au look rafraîchi, a vu le jour au début des années 80, toujours construite par ACL, société répondant désormais à l'appellation Tellol. Un peu plus longue que la Méhari, la Rodeo affiche par contre le même empattement, la même hauteur et la même largeur. Inutile dès lors de tenter de les opposer au niveau habitabilité, c'est du pareil au même. Mais alors, quel peut être le plus amené par Renault ? Le choix du matériau pour la carrosserie. Là où Citroën a misé sur le plastique, Renault a privilégié la fibre de verre. Ce qui signifie que la Rodeo résiste mieux au choc que sa rivale. Et sur la durée, on peut y voir un argument de poids. Mécaniquement, là où Citroën a privilégié le 2 cylindres de 602 cm3 à la sonorité unique en son genre, Renault a équipé son modèle de loisir d'un 4 cylindres de 845 cm3. Résultat, 34 chevaux contre 28,5 à sa concurrente. Mais comme la Rodeo est aussi 100 kg plus lourde que la Méhari, cette puissance légèrement supérieure ne se traduit pas par de grosses différences de performance. En même temps, là n'est pas vraiment l'essentiel pour des autos avant tout destinées à se faire plaisir sous le soleil. Au fil des générations, des mécaniques de 1100 puis 1300 cm3 feront leur apparition avec une puissance culminant à 45 chevaux. À l'usage, les propriétaires de Renault Rodeo ont certainement pu se rendre compte que leur jolie petite auto est moins confortable que la Méhari de Citroën. Conséquence de barres de torsion à l'avant comme à l'arrière, là où les chevrons ont davantage veillé à ne pas trop secouer les occupants. Question de tradition, sans doute. De même, la tenue de route de la Rodeo, qu'il faut qualifier de bonne, l'est en fait moins que celle de la Méhari. A l'instar de la Méhari, la Rodeo a été produite durant de longues années, puisqu'il a fallu attendre 1987 avant de la voir disparaître du catalogue de la marque aux losanges. Un total de 60 000 exemplaires a été construit, soit plus de 2 fois moins que la Méhari. Ce qui a néanmoins pour avantage de rendre la Rodeo plus rare que sa concurrente. Sur le marché de l'occasion, la Rodeo s'échange à des tarifs qui varient entre 5 000 et 15 000 euros selon le modèle, son âge et son état, évidemment. Comme Citroën, Renault a décidé de ne pas prolonger le concept de la Rodeo qu'aucun modèle similaire n'est venu remplacer. Cette Renault Rodeo a donc été créée pour concurrencer la Méhari de Citroën. André Citroën qui disait d'ailleurs, pour qu'une voiture rencontre du succès, il faut du savoir-faire, mais également du faire savoir. Et se faire savoir, c'est peut-être bien ce qui a manqué à Renault pour assurer le succès de la Rodeo. Regardez bien cette Ford T de 1926, sa carrosserie est assez inhabituelle et manifestement dans la seule couleur disponible à l'époque, le noir. Cette voiture a aussi 3 pédales, une pour la conduite lente, une pour la conduite normale et une pour la conduite rapide, ce qui nécessitait à l'époque le passage d'un permis de conduire. Certaines voitures au premier coup d'œil vous en mettent plein la vue. C'est le cas de l'Alfa Romeo Tonale et sur le marché pourtant ultra concurrentiel des SUV compacts. Alors, sensation garantie au volant également, c'est notre test du mois. C'est finalement la Tonale et dans sa version hybride de 160 chevaux que nous testons ce mois-ci. N'importe quel alphiste serait impatient de l'avoir en main. Nous avons cette chance et on va en profiter. Alors mettons les choses au clair directement. Question design, cette voiture, eh bien il n'y a rien à dire. Et cette Alfa Romeo Tonale est dans sa finition Veloce, la plus haute de la gamme, a tout pour plaire. Regardons d'ailleurs quelques éléments de carrosserie. Et parmi les plus spécifiques chez Alfa, c'est bien évidemment la calandre, ici de forme triangulaire ou en forme de trèfle comme vous préférez. Puis il y a également ces phares avant avec ces 3 feux mis côte à côte qui nous rappellent la clivante SZ du début des années 90. On fait le tour du véhicule et on s'attarde quelque peu sur les jantes à 5 trous qui sont du plus bel effet. Et puis à l'arrière, regardez cette signature lumineuse qui enveloppe véritablement toute la voiture. C'est vrai qu'on la retrouve sur d'autres modèles, dans d'autres marques, mais dans le cas présent, c'est sublime. Avec une longueur de 4,53 m, une largeur d'1,84 m et une hauteur d'1,60 m, le Tonale présente des dimensions proches du Stelvio, le premier modèle SUV du constructeur italien. Au niveau du coffre, la contenance est de 500 litres, 1500 litres les banquettes rabattues. Le volume de chargement est donc plus qu'appréciable et généreux.
Allait-on retrouver la performance stylistique du dehors à l'intérieur? C'est ce qu'on va voir. Impression générale au volant, eh bien c'est plutôt attirant avec notamment ces deux écrans ronds qu'on retrouve face à nous et qui sont comme un rappel historique de l'Alfa Sud des années 70. C'est donc plutôt bien réussi, même s'il y a quelques détails qui fâchent, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Comme sur le Stelvio ou la Giulia, on a ce bouton Start Engine Stop incorporé au volant en cuir et volant sport, qui plus est, il est du plus bel effet. Deux écrans de 12 et 10 pouces et juste en dessous du nouvel écran tactile, eh bien, on retrouve des commandes physiques pour la climatisation, pour les différents modes de conduite. Vous savez qu'on apprécie ces boutons physiques. Merci pour l'ergonomie et la sécurité au volant. Par contre, le chargeur induction sans fil pour smartphone devant le levier de vitesse crée un trou béant dans la partie basse. Moi, je trouve ça dommage. Et puis, il y a ces plastiques durs qui sont trop nombreux de notre point de vue, en particulier sur le haut des portes et la console centrale. Sinon, la qualité de vie à bord est renforcée par les sièges qui offrent un bon maintien latéral et un excellent niveau de confort. À l'arrière, les deux places sont confortables et suffisamment spacieuses pour les passagers. La place centrale, on l'oublie, mais c'est partout pareil. En plus d'un petit moteur électrique, notre version tonale et en test est équipée d'un moteur hybride de 160 chevaux avec un turbo à géométrie variable qui favorise le couple et donc le confort de conduite. On dispose d'une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Elle est parfois un peu brusque. Confort assuré, disions-nous, plus que la puissance en tout cas, car ce tonal et d'une tonne 6 n'est pas forcément dynamique comme on aurait pu le penser. Pour les alphistes, et ils sont nombreux, cette tonale surprend au niveau de son agrément de conduite, pas si sportif que cela finalement. On en veut pour preuve une direction moins ferme et des suspensions plus souples par rapport à d'autres modèles comme le Stelvio ou la Giulia. Voilà qui démontre sans doute la volonté d'Alfa Romeo d'aller chercher une clientèle plus large et de s'afficher plus consensuelle. Au fur et à mesure de la prise en main et après une semaine d'essai, ce qui est frappant, c'est le comportement de la boîte de vitesse qui semble en permanence rechercher le meilleur rapport avec des temps de réaction qui sont parfois longs, trop longs, c'est même parfois un peu déroutant. Avec le Tonale, Alfa Romeo compte bien retrouver des couleurs. Voici un petit temps déjà que les SUV compacts se sont imposés sur le marché automobile. Pratiques et avec un bel espace à bord, ils séduisent la clientèle. On les croise dans les rues de nombreuses villes et villages de notre pays et finalement on ne sait pas trop bien de quoi il s'agit. Je veux parler de ces voitures partagées. L'occasion pour notre consultant Damien Dorohan dans le Mobility Studio d'y voir plus clair sur ce marché avec le patron de la plus ancienne société de car sharing en Belgique, Cambio. Bonjour Frédéric. Bonjour Damien. Et bienvenue à bord du Mobility Studio. Frédéric, vous êtes patron et fondateur d'ailleurs de Cambio. Cambio, c'est de l'autopartage, du car sharing. On s'y perd un peu parfois. Est-ce que ça veut dire que si par exemple demain je veux sous-louer ma voiture à mon voisin, je passe par vous? Non, ça existe, il y a des plateformes de peer-to-peer qui font ça très bien, mais nous possédons les voitures. Donc on a une flotte d'environ 900 voitures sur Bruxelles qu'on répartit directement dans les quartiers et qu'on peut louer à l'heure quand on le souhaite 24 heures sur 24. Ça fait à peu près combien de clients alors? Ça fait maintenant 26 000 clients, quelque chose comme 35 000 trajets par mois environ pour Bruxelles. Vous qui êtes présent sur le marché, enfin vous êtes un des pionniers depuis 2000, forcément en 23 ans vous avez vu une évolution. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution? Est-ce que c'est les clients qui ont changé? Est-ce que c'est les modèles qui ont changé? Est-ce que c'est les concurrents? En soi, on était vraiment pionniers, personne ne croyait vraiment à ce type de projet quand on a démarré, c'était très alternatif, des voitures qu'on peut louer à l'heure, 24 heures sur 24 dans les centres-villes. Mais avec la digitalisation, avec l'évolution finalement de ce qu'on appelle la sharing economy, l'économie du partage, c'est devenu une habitude finalement de ne plus posséder quelque chose pour l'utiliser. Regardez le marché de la musique, avant on achetait son CD, son vinyle, maintenant on fait du streaming, et bien c'est la même chose pour la voiture. Donc les outils technologiques
ont permis de créer des choses très efficaces, notamment au niveau du car sharing. Et ça, c'est une belle évolution pour nous. Alors justement, par rapport à la technologie, moi je me souviens dans les années 2010, la grande mode, le Big Bang, c'était le free floating, c'est-à-dire non plus l'obligation d'aller chercher une voiture sur une station, de la réserver et de la restituer au même endroit, mais de la prendre n'importe où, de la remettre n'importe où. Il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup d'opérateurs, tous ceux de l'époque ont disparu. Oui, ce sont deux produits très différents finalement. On s'est dit, oui, voiture partagée égale voiture partagée, mais le free floating porte en lui les trajets courts. Ce sont des voitures qu'on ne peut pas réserver. On ne sait pas où sera la voiture demain quand on fait du free floating, donc on ne peut pas la réserver et on la prend essentiellement pour des trajets courts intra-urbains. Là où Cambio sera surtout utilisé pour sortir de la ville ou pour faire de grandes courses ou des choses comme celle-là. Donc ces produits sont très différents, ce qui veut dire que les pionniers du free floating n'ont peut-être pas identifié les bons marchés au départ. Et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets sur ce marché-là. Et du coup, vous concernant, quel est le profil de vos clients ici? Nous sommes donné rendez-vous place Saint-Alix, un quartier résidentiel, donc loin des centres-villes. On n'est pas vraiment à un endroit où il y a des problèmes de parking. Pourtant, vous avez une station. Est-ce que vous avez un profil de client? Non, c'est de plus en plus large. Mais déjà, 30% de nos utilisateurs sont des petites entreprises qui utilisent les voitures pour les trajets professionnels. Ensuite, de 18 à 70 ans, c'est très diversifié chez nous. Le tout, c'est d'habiter en centre-ville et de ne pas être dépendant de la voiture pour les déplacements domicile-travail. Je pense qu'à partir du moment où on a cette réalité-là, eh bien, on est potentiellement un utilisateur de Cambio. Quel serait l'intérêt pour moi si ma voiture me coûtait aujourd'hui, plus ou moins, tout compris, 400 € par mois, hein, taxes, carburant, etc. Donc pas loin de 4 000 € par an, peut-être plus même. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ce budget chez vous? Évidemment, hein, c'est toute la logique du partage. Donc là, les frais fixes sont partagés entre toute une communauté. Donc forcément, quand vous ne l'utilisez pas avec Cambio, ça vous coûte quasiment rien, 3 € par mois. Ça, c'est la base en frais fixes. Et ça veut dire que en moyenne, un client utilise Cambio pour 80 € par mois. Il n'y a pas de voiture d'occasion. Même si vous ne roulez pas, la voiture d'occasion vous coûtera plus de 80 € par mois. Donc c'est vraiment extrêmement pertinent au centre-ville. Si on regarde à plus long terme, on sait bien que l'avenir, ce sont les voitures autonomes. On avait fait un sujet là-dessus dans le Mobility Studio, puisqu'elles roulent déjà et avec des vrais clients qui se sont séparés du coup de leur propre voiture pour passer aux voitures autonomes. Est-ce que du coup, c'est pas une menace pour vous, un concurrent? Non, mais c'est un peu la même chose que pour le free floating. Ça permettra encore plus facilement de mettre en place des outils de partage déjà. Ces voitures seront très connectées, très digitales, et ça permettra aussi de créer des conditions pour qu'en ville, on soit moins dépendant de la voiture, de la possession automobile. Donc moi, je vois ça plutôt comme une avancée pour nous. Maintenant, est-ce qu'on va nous-mêmes opérer des flottes de voitures autonomes? C'est tout à fait plausible, même si je pense qu'au départ, ces voitures seront surtout utilisées pour des déplacements courts de centre-ville. Donc, un peu comme le free floating maintenant ou le taxi. Donc, on sera plus sur ces métiers-là. Et toute dernière question, à titre privé, personnel, comment voyez-vous la mobilité du futur? J'espère qu'elle sera de plus en plus apaisée, que les relations entre piétons, usagers des transports publics, cyclistes et automobilistes seront apaisés, que chacun trouvera sa place et qu'on aménagera les villes de manière un peu plus intelligente, qu'on différenciera les réalités des centres urbains, des zones rurales, des zones semi-urbaines, parce qu'on a tous une réalité de vie différente et je pense qu'il faut aménager les villes en conséquence pour que la mobilité reste efficace et apaisée. Super, belle vision du futur. Très grand merci Frédéric pour votre temps et pour ce petit tour ici, tout près d'une de vos nombreuses stations alors. Un grand merci pour l'invitation. Et bonne route. Bonne route. 24 Belges participent en ce mois de septembre aux Euroskills, le championnat européen des métiers manuels, techniques et technologiques à Gdańsk, une ville toute proche d'ici. Et parmi eux, il y a John Wismus, un concurrent originaire de Saint-Vith. En technologie automobile, il incarne la qualité de notre formation dans ce domaine. Nous avons suivi son parcours. L'image du mécanicien automobile souillé, avec son bleu de travail et la main dans le cambouis, cette image-là ne correspond plus du tout à la réalité. Les clés de 12 et les pinces coupantes ont laissé place aux robots et aux iPads. Nos véhicules évoluent, le métier de mécanicien aussi. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de technicien de l'automobile.
Originaire de Recht, près de Saint-Vith, John Wismus n'est pas un inconnu dans l'aventure Skills. En 2022, ce jeune passionné de 22 ans obtenait une 8e place à Dresde. Cette fois, il est aux Euroskills à Gdańsk pour parfaire ses connaissances dans un secteur qu'il affectionne depuis tout petit. J'étais à l'école secondaire comme tout le monde et j'ai arrêté à la 4e année. Puis je fais un apprentissage chez le ZAVM à Eupen. Et maintenant, je fais le patronat à Eupen et je travaille en même temps. Face à 17 autres compétiteurs dans sa catégorie, John Wismus a ramené une médaille d'excellence à la Belgique. Une médaille d'excellence signifie que sa cotation finale est égale ou supérieure à la médiane, soit un résultat de valeur mondiale. Cette médaille, le jeune compétiteur germanophone est allé la chercher au bout de 3 jours de compétition intense. Son expérience, acquise depuis plusieurs années comme employé chez un concessionnaire automobile à Malmedy, a aussi contribué à sa reconnaissance sur le plan international. John a participé déjà à nos Start XD 2 fois. Il a participé à du training à Abu Dhabi, à l'Asia Skills. Il a participé à la compétition luxembourgeoise. Il a participé l'année dernière au Mondial des métiers. Donc je pense qu'il sait ce qui va lui arriver. Aux Euroskills à Gdańsk, 4 modules étaient proposés aux compétiteurs. Des modules qui correspondent à la transformation sans cesse croissante des métiers de l'automobile. Pendant 3 jours, les compétiteurs sont volontairement mis en situation extrême avec des épreuves qu'il est quasi impossible de réussir, surtout dans le temps imparti. Le but, couronner celui qui ira le plus loin. Ces 4 modules sont la mécanique moteur, c'est de la mécanique classique. On démonte, on remonte un moteur, on fait des mesures et tout ça en accord avec les données techniques. On a un deuxième module qui est tout ce qui est géométrie, frein, suspension, tout ce qui concerne en fait le châssis. On a un troisième module qui lui concerne la gestion électronique du moteur. Donc là, c'est des recherches de pannes successives sur un même moteur. Et enfin, on a un module sur le body electrical, comme on l'appelle. Donc c'est la partie électrique de tout l'habitacle, à l'exception de l'électronique moteur. Les compétitions Skills ne peuvent l'ignorer. La filière automobile doit aujourd'hui s'adapter à l'échéance 2035 et la fin annoncée de la vente des voitures thermiques. Dorénavant, la transition énergétique est un enjeu dans les mains des compétiteurs. On a un module pour les véhicules électriques hybrides, haut voltage. Alors il faut savoir quand même que c'est un module didactique sur lequel il n'y a aucun risque, pour la simple et bonne raison que chaque pays a sa certification. Et on n'a pas de certification commune européenne. Donc ça nous pose un problème, raison pour laquelle on doit travailler sur des modules didactiques. Mais on a intégré ça depuis déjà quelques années. À l'image de John Wismus qui revient de Gdańsk avec une médaille autour du cou, la révolution industrielle qui touche le secteur de l'automobile n'empêche pas qu'il a encore de beaux jours devant lui, en termes de développement, en termes d'emploi aussi. Voilà, et chapeau, 24 Red Bears qui ont fait briller les couleurs de notre pays, ici même en Pologne. On va quitter ce magnifique petit musée automobile de Gdynia. On se retrouve le mois prochain pour un numéro 134 de Mobilidé avec une nouvelle fois énormément de surprises à la clé. Si vous êtes dans la région de Gdańsk, on ne sait jamais, c'est près de la mer Baltique, et bien n'hésitez pas à pousser la porte de ce petit musée. Il en vaut vraiment la peine, y compris à l'intérieur, y compris à l'extérieur. À très bientôt. Mazzoni à Wem, partenaire de Mobilidé.